Alors, au niveau quorum, donc il y a Michel Brun qui a donné procuration à Seb, Hervé, Pascal Vincent donc, qui est excusé, et puis Sophie Gauthier qui va sans doute pas tarder, mais pour l'instant elle est absente. Voilà. Au niveau secrétaire de séance, je désigne Hélène. Au niveau de l'approbation du dernier PV, est-ce qu'il y avait des remarques? C'est bon, donc on peut l'approuver. Donc on va commencer l'ordre du jour par l'actualité de la compa. Donc vous avez peut-être suivi, je ne sais pas si vous êtes destinataire encore des comptes rendus de conseil communautaire, mais si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder. Donc, il y a eu l'élection des vice-présidents, c'était début septembre, le 10 septembre, et des vice-présidents subdélégués. Donc il y a 6 vice-présidents. Alors sur les 6 commissions, donc on a le développement économique Jean-Pierre Belleuil qui était déjà donc, désigné au mois de juillet. La commission animation, santé et solidarité, c'est Nadine You. Et puis Jean-Yves Flotot, mobilité, économie circulaire. Voilà. Et puis donc là, les vice-présidents qui ont été élus le 10 septembre. On a donc Rémi Auron à l'environnement, Philippe Morel à l'aménagement, et puis moi-même au pôle moyens généraux. Ensuite, sur les vice-présidents subdélégués, on ne va peut-être pas tous les nommer, mais en tout cas pour Loire-Auxances, on a donc Philippe pour la partie urbanisme et Jean du voyage. Voilà. Et donc les commissions se sont installées. Donc au niveau de vos délégués communautaires, sur les commissions, alors si on les reprend, développement économique, donc il y a Thierry et Philippe. Au niveau animation, santé et solidarité, donc il y a Claude, Florence et moi. Au niveau mobilité, il y a Sophie Thierry. Moyens généraux, donc moi-même. Aménagement, Philippe. Et environnement, moi et Sophie. Voilà. On a, vous verrez dans le compte-rendu, on a aussi procédé aux délégations aux organismes extérieurs. Voilà, donc là, les commissions ont été lancées. Alors, c'est surtout des présentations pour l'instant des activités de la compa. Voilà là-dessus, au niveau actualité de la compa. Et évidemment, vous verrez tout à l'heure Sébastien, l'actualité chez nous, c'est donc le festival Ce soir, je sors mes parents. Sébastien vous présentera les 2 conventions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur l'actualité de la compa? Non, alors on va passer donc au premier sujet qui est soumis à délibération, c'est la Convention territoriale globale 2020-2022 avec la CAF. Donc je vais laisser Florence présenter, mais en petite introduction, vous dire que j'ai été témoin du gros travail des 2 pôles concernés, donc éducation enfant jeunesse et solidarité et cohésion sociale. Et puis lundi dernier, on a organisé avec la CAF, avec tous les élus, donc un atelier pour s'approprier cette convention territoriale globale. Donc je remercie évidemment les élus qui étaient là, parce que c'était très enrichissant. Voilà Florence. Où est-ce qu'elle est, Florence? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, Hélène, c'est le résultat, c'est le fruit du travail, en effet, comme ça a été dit, du pôle solidarité avec un S et cohésion sociale, piloté par Hélène, et par le pôle éducation enfants jeunesse, voilà, que j'ai la responsabilité. Donc, Hélène, n'hésite pas si tu souhaites compléter. Donc, en fait, l'objectif de cette convention, c'est de pouvoir répondre plus largement que ce qu'on le faisait ici au sein de l'enfant-jeunesse, dans le cadre du contrat éducation enfant-jeunesse. Le but, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des habitants de Loire-Auxances. Donc, on est parti de l'analyse des besoins sociaux, que je vais vous résumer là très brièvement, et ensuite on a construit avec les 2 pôles l'ensemble du projet. Donc évidemment cette convention sera signée entre la CAF et la commune de Loire-Auxances. On a démarré notre analyse des besoins sociaux à partir de 2015, c'est-à-dire à cette
Cette année-là, nous comptabilisions 7675 habitants. Ce qu'on note, c'est un solde naturel en baisse, mais un solde migratoire positif. Une augmentation du nombre des ménages. Parmi l'ensemble des habitants, on avait 70% des ménages avec famille. On note une augmentation du nombre de familles d'une part, et surtout du nombre, enfin, et ça englobe, on voit aussi une augmentation au niveau des familles monoparentales. Concernant la sociologie, on voit une sociologie contrastée. On a 26,8% d'ouvriers, presque 5% de cadres et 34,9% de retraités. On note une tranche d'âge de 0 à 14 ans depuis 2010 qui est la plus représentée sur le territoire. Une augmentation du nombre de foyers allocataires adultes handicapés. Un niveau de vie médian sur le territoire de Loire-Auxances qui est bien inférieur à celui du département. Un taux de chômage qui est supérieur sur Loire-Auxances par rapport à la Compa. Même si on a l'habitude de dire qu'on est sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de chômage, en réalité, sur Loire-Auxances, il y a quand même, c'est quand même une préoccupation. On note également un manque de logement. Et s'agissant de la mobilité, 83% des personnes prennent leur véhicule pour se rendre au travail. 46% des jeunes n'ont pas de moyens de locomotion pour la recherche de stage, pour aller à des activités. Et il y a un manque criant de transport en commun. Ça, c'est le diagnostic du territoire. Donc, à l'instar de ce diagnostic, les services de Loire-Auxances ont fait le constat suivant. Alors déjà, du côté du pôle solidarité et cohésion sociale, on a vu une augmentation de 7% des accueils depuis 2015. Et du coup, côté enfants-jeunesse, pareil, il y a une conséquence directe également. Une augmentation de la fréquentation des services enfants-jeunesse. Donc ça, c'est, voilà, depuis 2015, on n'arrête pas de gérer des augmentations d'effectifs avec une amplitude de présence des enfants de plus en plus conséquente du fait, alors il y a deux raisons à l'augmentation des effectifs. D'une part, l'évolution des modes de vie fait que les parents travaillent de plus en plus, et les deux parents, donc du coup derrière les enfants sont accueillis en périscolaire, le mercredi après-midi, pendant les vacances et sur le temps de cantine, d'une part, et d'autre part, on constate également que les temps de déplacement pour se rendre au travail sont de plus en plus longs. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de familles qui font parfois plus d'une demi-heure de route, voire parfois jusqu'à 1 heure pour se rendre au travail. Donc ça, c'est la partie diagnostique. Alors, juste pour rappel, en fait, le contrat enfant de jeunesse, jusqu'ici, permettait de subventionner en grosse partie les activités d'accueil périscolaire, ALSH par exemple. Donc vous voyez, en 2016, on percevait de la CAF 68 216 €. Et en 2019, donc là on avait on avait presque doublé, on percevait 115 024 €. Donc la CAF, c'est pour nous un réel partenaire qui apporte un vrai soutien. Et donc, si la convention qu'on vous propose aboutit, ce qui est prévu, c'est que le soutien financier pour 2020 sera évalué à la même hauteur que 2019. Voilà, parce que le contrat éducation enfant-jeunesse s'est terminé en décembre 2019, donc il faut le renouveler. Alors, les enjeux partagés. Donc, ce qui est pour nous les enjeux, ce qui est important, avec la convention territoriale globale, la différence par rapport à l'éducation enfant-jeunesse, c'est qu'il y a une prise en compte d'éléments beaucoup plus larges que uniquement l'accueil des enfants sur les temps scolaires et extrascolaires. C'est beaucoup plus large.
Donc, par exemple, c'est accompagner tous les habitants, tout particulièrement les plus fragiles. Favoriser le vivre ensemble et surtout réussir la mixité sociale. Favoriser l'autonomie, la mobilité et l'emploi. Favoriser l'accès aux droits. Donc du coup, on peut le décliner quand on dit, par exemple, favoriser l'autonomie, la mobilité et l'emploi. C'est vrai pour les parents, enfin c'est vrai pour les adultes, mais du coup, c'est vrai aussi pour nos jeunes. Dans le projet là, sur lequel on a travaillé, évidemment, on pense aussi aux jeunes, de les préparer pour qu'ils puissent accéder rapidement à un emploi. Faciliter la conciliation entre la vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. Donc ça, il y a tout un travail autour de la parentalité. Garantir le rôle éducatif qu'a la commune auprès des enfants et des jeunes sur le développement durable, la citoyenneté, le sport et la culture. Donc, du coup, vous reconnaissez les piliers du projet politique que l'on a porté. Développer des actions en faveur de la santé de la population, accès aux soins et prévention. Alors du coup, sur cette base-là, on a défini 8 axes pour notre convention territoriale globale, sachant que chaque axe se décline après sous forme de fiches actions, voilà, que l'on mettra en œuvre pendant toute la durée de la convention. J'ai oublié de préciser que cette convention, elle est valable pour une durée de 3 ans. Et après, alors pour le moment, elle sera signée, elle va être signée, si vous en donnez votre accord, entre Loire-Auxances et la CAF, mais après, à terme, l'objectif de la CAF, c'est de pouvoir signer ce type de convention avec les communautés de communes. Donc, après celle-ci, ça pourrait être avec la COMPA. Donc l'axe 1 concerne la petite enfance. Donc l'objectif, c'est de développer l'offre d'accueil du jeune enfant en favorisant la mixité sociale, en améliorant son efficience et en veillant à l'accueil d'enfants en situation de handicap. Donc ça, c'est le premier axe. Je précise, actuellement, on a en fait on a une tension en termes d'accueil du jeune enfant. On a plus de demandes que d'offres. Voilà, donc il y a un véritable enjeu sur cet axe-là. Le deuxième axe concerne l'enfance. Accompagner les parcours éducatifs des enfants de 3 à 11 ans en veillant à une tarification accessible. Donc là, c'est pour aller dans la continuité de ce qui avait été fait précédemment, notamment sur la mise en place de quotient au niveau des tarifs. Et puis, il y a une autre action qui avait été mise en place, c'est le prix du repas à la cantine de moins de 1 euro. L'axe 3 concerne la jeunesse. Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie. Donc ça concerne, j'ai dit tout à l'heure, la formation, l'accès au travail, et également il y a un vrai sujet autour de la mobilité sur cet axe-là. Mobilité des jeunes. L'axe 4 concerne la parentalité. Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants. Voilà, donc là, il y a pareil, tout un volet d'action. Donc là, on est vraiment, comme c'est le cas sur d'autres précédemment vus, mais là, on est vraiment dans une logique aussi de participation citoyenne. Il y a un collectif de parents qui est constitué. L'objectif, bien évidemment, c'est d'amplifier encore, mais c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur les parents pour être au plus près de leurs besoins. L'axe 5 concerne l'accès aux droits, l'accessibilité et l'inclusion numérique sur le territoire. Donc là, il y a un vrai besoin criant, on va dire, donc il faut vraiment pouvoir répondre à ce besoin. L'axe 6 concerne la santé, le vieillissement et la prévention. Là, pareil, il y a toute une fiche action qui sera déclinée pour améliorer les conditions de nos habitants sur ces thématiques-là.
L'axe 7 concerne l'animation de la vie sociale, pouvoir d'agir de tous les habitants. Donc là, il y a eu beaucoup d'engouement lors de l'atelier qui a été organisé la semaine dernière. En fait, on a senti évidemment de la part de l'ensemble des élus, enfin d'une grande majorité d'entre vous, un engouement fort sur cet axe-là. C'est celui qui a recueilli le plus entre guillemets, de soutien. Voilà, ça c'est très important. Et l'axe 8, le travail de partenariat et de réseau sur le territoire. Donc ça, c'est compte tenu de notre projet qui porte sur la participation citoyenne, évidemment, l'idée c'est d'embarquer sur les différents axes qu'on a vus précédemment, l'ensemble des partenaires et l'ensemble de nos réseaux. Voilà, sur le territoire. Voilà pour la convention territoriale globale. Alors c'est vrai que ça a l'intérêt de commencer le mandat en déclinant le projet politique dans les axes de la convention, de la même façon que vous allez voir tout de suite après le projet éducatif territorial. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette convention territoriale ? Alors c'est plus uniquement ce qu'on connaissait au contrat enfant-jeunesse où c'était des actions financées individuellement, mais c'est vraiment ce que disait Florence, une globalité qui est prise dans la famille entière, quoi, des problématiques des familles. Moi, du coup, je vous propose de la voter. Donc, qui s'abstient ? Qui s'oppose ? Merci beaucoup. Le projet éducatif territorial, donc ça c'est pareil, il y a eu un gros travail au sein de la commission éducation enfant-jeunesse par le bilan du dernier PEDT et puis les perspectives pour le prochain. Vas-y Florence. Donc dans le même ordre d'idées, alors pour le moment on a encore deux projets juxtaposés, donc la convention territoriale globale et le PEDT. Chacun de ces conventions ou projets faisant appel à des subventions différentes, on va dire complémentaires. À terme, vous allez voir, il y a des choses qui se recoupent, donc à terme, il serait pas, on imagine que ça puisse faire un seul projet. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, un PEDT, comme l'a dit Christine, c'est un projet éducatif de territoire. Loire-Haute-Provence était pourvu d'un PEDT qui arrivait à son terme, et du coup, à nouveau, qu'il faut renouveler. Le précédent PEDT était le résultat d'une fusion des PEDT du CIAS à l'époque, donc le CIAS qui recoupait 4 communes, Varade, La Roxière, La Chapelle-Saint-Sauveur et Montrelais à l'époque. Et puis, il y avait également le CIAS. Alors, au moment de Loire-Auxence, donc du coup, il n'y a eu plus que 3 communes de ce CIAS. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Bégligny, fin 2016, pour continuer à percevoir le fonds d'amorçage. Donc, au départ, le fonds d'amorçage, c'était une dotation pour les rythmes scolaires, pour pouvoir mettre en place ce qu'on a appelé les TAP. Voilà. Donc, pour pouvoir proposer aux enfants différentes activités, à la fois culturelles, sportives, et les ouvrir à des choses qui peut-être auxquelles ils n'auraient pas accès chez eux, ou alors pour pouvoir découvrir aussi et donner envie de pouvoir faire des activités. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est une collectivité attentive aux besoins des enfants et des familles. Donc ça, le but, c'était vraiment aussi être à l'écoute des besoins. Et donc le PEDT 2016-2020 a formalisé une démarche partenariale pilotée par Loire-Auxence dans le but de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, tout en respectant les compétences de chaque structure. Donc en effet, l'enfant, quand on reprend son parcours, le matin il va au périscolaire, après il
il est accueilli à l'école, après il va à la cantine, ensuite à nouveau périscolaire, et puis le mercredi après-midi, il est accueilli à la LSH également pendant les vacances. L'idée, c'est d'avoir une continuité d'un point de vue pédagogique et éducatif sur l'ensemble de ces temps d'accueil. Donc, dans un premier temps, nous avons travaillé sur le bilan du précédent PEDT. Donc, le bilan est le suivant. Il y a eu plusieurs axes de travailler. Donc, le premier axe, c'était l'harmonisation des fonctionnements des services sur tout le territoire. J'ai évoqué tout à l'heure la tarification, l'harmonisation au niveau des inscriptions, l'amplitude des périodes d'ouverture. Au début de Loire-Auxances, en fait, il y avait une disparité sur l'ensemble de ces sujets. Le deuxième point concerne la prise en compte du rythme de l'enfant. Donc, juste pour certains qui n'avaient pas suivi, donc au départ, sous Nicolas Sarkozy, on est passé à la semaine de 4 jours, puis après de 4 jours et demi, à un moment donné, au moment avec Emmanuel Macron. Chaque commune avait le choix de se positionner sur 4 jours et demi. Et donc, au niveau de Loire-Auxances, on a fait tout un travail d'investigation, d'approfondissement de ce sujet-là. Et du coup, le résultat, c'est la semaine de 4 jours pour favoriser 4 jours et demi, pardon, pour favoriser les apprentissages. C'est le résultat de toute l'action qu'on avait menée au précédent mandat. La qualité éducative en lien avec les différents acteurs de l'enfance, donc ça concerne les animations BCD. BCD, donc ce sont des animations autour de la lecture sur le temps scolaire, proposées par Loire-Auxances. Et puis il y a un autre élément qui concerne le plan mercredi, c'est le mercredi après-midi, donc c'est pouvoir permettre aux enfants d'être accueillis après l'école et donc d'avoir un accueil de qualité. Ensuite, la valorisation du développement durable. Donc là, il y a eu plusieurs actions par rapport à ça. Donc déjà, la limitation du gaspillage dans les restaurants scolaires. Donc il y a eu un gros boulot fait par les agents des cantines de peser des restes, des déchets. Ce travail a été fait en lien avec la Chambre d'agriculture, la Compa. Voilà, le but, c'était vraiment de réduire les déchets et ce travail va se poursuivre au-delà de ce qui avait été fait. L'autre point, c'est des actions de sensibilisation au relais petite enfance, donc des actions de sensibilisation à l'alimentation. Pareil, au niveau de la BCD, donc dans le cadre des animations lecture, il y a eu aussi des choix de lecture liés au développement durable. Voilà. Et puis, dans le cadre de l'accueil collectif de mineurs, pareil, il y a eu des actions, par exemple, il y a eu la collecte des déchets qui avait été organisée par les jeunes. Autre point, l'adaptation des services aux besoins des familles. Donc, précédemment, on a vu qu'il y avait eu une réelle augmentation des effectifs et du coup, toutes les infrastructures, on a dû adapter l'ensemble des infrastructures à cette augmentation. Donc, ça s'est traduit par un agrandissement du restaurant scolaire de la Chapelle Saint-Sauveur, une ouverture du restaurant scolaire et de la périscolaire à la Roxière, c'est un bâtiment mutualisé, on va dire. L'ouverture du mercredi périscolaire à Béguiné et l'ouverture du multi-accueil à Varade. Voilà, donc très vite, il a fallu agrandir certains sites d'accueil et créer le multi-accueil à Varade. Autre point, le développement d'actions d'accompagnement à la parentalité. Donc, là, il y a eu déjà, je l'ai dit, le collectif parents qui ont mis en place différentes actions, à la fois de sorties, de conférences, de cafés des parents, enfin, de lieux d'échange. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir continuer à développer ces aspects-là. Et enfin, le dernier point concerne le développement du partenariat, notamment sur le vivre ensemble. Et là, du coup, il y a différentes actions qui vont dans ce sens-là. Donc déjà, le conseil municipal des enfants.
la fête de la musique, Écorel et les As-Matinées. Voilà. Donc ça, c'est le bilan du PEDT 2016-2020. Sur cette base-là, les enjeux retenus pour le nouveau PEDT sont la cohérence éducative entre les différents temps de l'enfant. L'objectif, bien évidemment, pour un enfant, c'est qu'il ait une cohérence sur les valeurs que l'on prône dans les différents lieux d'accueil. Le renforcement des liens entre les services, donc c'est vraiment, pour chaque type de service, il y a des règles et des devoirs souvent qui sont établis en lien avec les enfants. L'idée, évidemment, c'est d'avoir une très bonne concertation pour que ces règles et ces devoirs soient les mêmes, ou en tout cas se ressemblent. Le bien-être de l'enfant et de sa famille, et le vivre ensemble. On retrouve les valeurs annoncées tout à l'heure pour la Convention territoriale globale de mixité sociale, par exemple, voilà, avec le vivre ensemble. Alors, évidemment, on retrouve le trait très fort de la participation citoyenne. Donc, ce PEDT, c'est un travail concerté, un développement réfléchi entre la commission éducation, enfance et jeunesse et les acteurs de l'enfance. Alors, ces acteurs, quels sont-ils? Donc, dans un premier lot, il y a les partenaires institutionnels, que sont le service de la PMI, la CAF de Nantes, la MSA, l'Éducation nationale, la DDCS et la COMPA. Autre type de partenaires, ce sont les partenaires associatifs. Donc, on a la Grèce sur Béligné, l'association VIP également sur Béligné, donc qui est en lien avec le foyer des jeunes, la ludothèque, les associations représentant les établissements scolaires, donc les différentes associations des parents d'élèves, et les associations sport, loisirs, santé, plus largement sur leur absence. Ce sont des associations auxquelles on peut faire appel pour dispenser des activités au sein de nos accueils. Et puis, bien évidemment, ce PEDT concerne l'ensemble des services de la collectivité territoriale, donc le multi-accueil de Loire-Auxances, les services loisirs et services éducation de Loire-Auxances, le service parentalité, le relais petite enfance et le pôle solidarité et cohésion sociale. Donc là, du coup, par rapport à ce projet éducatif de territoire, on a de la même manière retenu des objectifs forts, qui sont les suivants. Conduire une action éducative de qualité, et ça se décline de la manière suivante. Participer au développement cognitif, intellectuel et physique de l'enfant et du jeune, en développant des activités culturelles, artistiques, sportives, environnementales et citoyennes. Assurer la cohérence des actions éducatives dans la journée des enfants. Favoriser l'éducation alimentaire, donc ça passe par le goût, l'équilibre nutritionnel, la limitation du gaspillage, la qualité des aliments et l'économie locale. Et mobiliser les enfants et les jeunes à agir pour le développement durable. Donc ça, ce sont les actions qui répondent à notre premier enjeu. Le deuxième, c'est favoriser une action éducative de proximité. Donc, les actions, enfin les objectifs forts, c'est maintenir une école sur chaque commune déléguée et les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services. Donc, à la fois, évidemment, permettre un accueil de façon confortable et des espaces adaptés aux effectifs. Et prendre en compte les spécificités de chaque commune déléguée. Évidemment, on hérite d'un passé, on peut avoir, selon les communes déléguées, plusieurs sites pour le périscolaire, pour les écoles, voilà, avec dans certaines communes des écoles privées, des écoles publiques, et le restaurant qui est partagé entre les deux. Donc voilà, il y a des particularités sur les communes déléguées dont il faut tenir compte. Troisième enjeu, c'est mener
une action éducative équitable qui se décline de la manière suivante. Favoriser l'accès aux actions éducatives, culturelles et sportives sur l'ensemble du territoire, quel que soit le niveau économique et social des familles. Bien évidemment, quand on parle de vivre ensemble, l'idée c'est de s'adresser à tous. Proposer une programmation culturelle pour les jeunes et accompagner les jeunes vers l'autonomie, donc la formation, l'emploi et la mobilité. Autre enjeu, être à l'écoute des besoins des familles, c'est-à-dire prendre en compte les besoins des familles et des usagers, mettre en place des moyens d'écoute des jeunes, prévention des addictions, santé par exemple, mettre en place des actions en faveur de la parentalité, renforcer le collectif de parents, constituer un collectif des jeunes, des assistantes maternelles et ou des ateliers participatifs. J'ai parlé tout à l'heure du collectif parents sur la partie parentalité. Au niveau de l'association VIP, on a déjà on va dire un embryon de collectif parents pour les jeunes, mais l'idée c'est évidemment de l'élargir, ça c'est sur les lignées, mais l'idée c'est d'élargir sur l'ensemble de Loire-Auxence. L'idée c'est de faire pareil pour la petite enfance avec les assistantes maternelles. Bref, la participation citoyenne, l'idée c'est de la mettre à tous les niveaux des services enfance, éducation, enfance, jeunesse. Et puis, le dernier enjeu, c'est permettre une action éducative favorisant le vivre ensemble. Et ça passera par renforcer le lien en soutenant les associations et animations locales pour assurer une cohérence sur le territoire. Faciliter les rencontres en prenant en compte les spécificités de chacun et de chaque domaine d'activité. Et développer des actions en faveur de la citoyenneté et de la laïcité. Donc Florence vous a dit en fait la signature du PEDT, alors là c'est pareil, ça nous permet de définir la politique du pôle éducation et enfance-jeunesse et bon, concrètement aussi ça nous permet de bénéficier d'un taux d'encadrement plus facilitant et aussi des financements sur le plan mercredi et le fonds d'amorçage, ce que vous a dit Florence tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des questions sur le PEDT ? Donc vous avez vu, l'idée c'est de le mettre en cohérence avec la CTG qu'on a vu juste avant, même si la CTG on a une forme imposée par la CAF avec les 8 axes, mais l'idée c'est de retrouver dans le PEDT évidemment. Donc, du coup je vous propose de la voter. Qui s'abstient sur le PEDT? Qui s'oppose? Merci beaucoup. Alors, on va donc passer au dossier important, donc sur le règlement intérieur du conseil municipal. Alors, vous le savez, quand on a plus de 2000 habitants, donc le conseil municipal doit se doter d'un règlement intérieur et qui doit être adopté dans les 6 mois qui précèdent l'installation du conseil. Et donc, c'est une véritable législation interne du conseil municipal et donc il s'impose aux membres du conseil qui doivent respecter donc, les procédures. Alors la proposition qu'on vous fait, comme on n'a pas trop eu le temps de l'aborder au niveau des commissions, c'est de reconduire le règlement intérieur comme il avait été fait en mandat précédent. Alors, on va voir les petites modifications qu'on vous propose de faire pour des choses qui sont plus forcément à jour. Et l'idée, c'est de vous proposer un travail dans le cadre de la commission participation citoyenne et communication, puisque vous verrez que dans le règlement intérieur, il y a pas mal d'items qui sont liés à ces sujets-là. Et c'est vrai que cette commission-là a pour intérêt d'être représentative du conseil municipal. Donc ceux qui n'y sont pas peuvent faire part de leurs remarques. Moi, je vous propose quand même de le présenter dans ses grandes lignes, pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Et puis de le travailler donc à cette commission qui aura lieu le 26 octobre à 20h30. Alors sur le règlement du conseil municipal, donc vous avez donc la charte de l'élu local qu'on avait lue, je crois bien au premier conseil d'installation. Sur les réunions du conseil municipal, donc sur la périodicité des séances, donc se réunit au moins une fois par trimestre.
Donc vous avez vu qu'on en a à peu près 10, enfin ça dépend, moins de 10 en fonction des congés scolaires dans l'année. Ce qui est prévu, c'est alors actuellement on le réunit ici à l'EAG pour les contraintes sanitaires. On peut le réunir donc à un endroit définitif, mais aussi à un autre lieu situé sur le territoire de la commune. Donc ça fera peut-être partie des sujets qu'on pourra discuter. Au niveau des convocations, donc vous avez vu donc la note explicative et puis 5 jours, délai de 5 jours francs. L'ordre du jour, donc c'est le maire qui le fixe. L'accès au dossier, donc tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Donc ça c'est important à souligner. Et dans les 5 jours qui précèdent la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie ou aux heures ouvrables. Alors ensuite, on a le chapitre sur les questions orales. Donc les questions orales, en fait, ce sont des questions qui ne sont pas forcément inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc ce texte des questions est adressé au maire au plus tard 5 jours avant la date de réunion du conseil municipal. Alors c'est un peu particulier parce qu'on parle de questions orales, mais il faut les transmettre avant le conseil municipal. Lors de la séance, le maire ou l'adjoint répond aux questions et c'est des questions qui ne donnent pas forcément lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers. Voilà, ça c'est sur les questions orales. Sur les questions écrites, c'est un peu pareil. Hein. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune. Après, on a tout ce qui est les commissions et comités consultatifs. Donc, sur les commissions municipales, on les a créées au dernier conseil, alors le conseil de juin. Et ensuite, le fonctionnement des commissions, donc on les a constituées. Ce qui est à noter quand même, c'est que chaque conseiller aura la faculté d'assister en sa qualité d'auditeur aux travaux de toute commission, autre que celle dont il est membre, après en avoir informé son président. Alors là, on n'avait pas défini de jour avant la réunion, donc ça, il faudra qu'on en discute dans le travail qu'on va mener. Qu'est-ce qu'il faut noter? Oui, c'est que toute affaire soumise au conseil municipal doit préalablement être étudiée par une commission et que les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Donc ça, c'est important. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Et elles statuent à la majorité des membres présents. L'article 9, c'est les conseils communaux, donc convoqués par le maire délégué 15 jours avant chaque séance du conseil municipal. Même rôle que les commissions, donner un avis sur l'ordre du jour et puis partager les actualités par pot. Alors, comité consultatif, après article 10, du coup, c'est la discussion sur la participation citoyenne qui est en cours. Donc, on l'intégrera en fonction du travail que l'on va mener. Commission d'appel d'offres, donc ça c'est ce qu'on a vu en conseil municipal du 6 juillet. Je passe rapidement, si vous avez des questions, vous nous les direz après. Tenue des séances du conseil municipal, donc la présidence est le maire ou à défaut celui qui le remplace. Donc il y a une partie sur l'élection du maire, etc. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà procédé. Le quorum, alors ce qui est important à dire, c'est que le quorum... c'est la majorité des membres présents. Donc les pouvoirs n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum. Alors il doit être atteint à l'ouverture de la séance, mais aussi tout le long de la séance, pour que les délibérations puissent être valables. Article 14, c'est les mandats, donc ce qu'on appelle vulgairement les procurations. Donc un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Je vous fais rapide, mais c'est les grandes lignes. Secrétariat de séance, donc c'est qui est désigné à chaque début de conseil, donc assiste le maire dans la vérification du quorum, validité des pouvoirs et puis contrôle l'élaboration du PV. Accès et tenue du public. Alors les séances des conseils municipaux sont publiques. Alors le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance et puis toute marque d'approbation et désapprobation sont interdites. On a un emplacement spécial réservé aux représentants de la presse. Alors là, ce qu'on a rajouté, en fait, suite au contexte sanitaire, c'est que lorsque l'accès au public est limité, donc c'est ce qu'on vit depuis
depuis le confinement. Le conseil municipal est retransmis par vidéo sur le site Facebook puis sur la chaîne YouTube de la commune. Donc ça, c'est la nouveauté qui est propre au contexte sanitaire. Donc le débat qu'on aura, c'est est-ce qu'on continue même en dehors du contexte sanitaire. On espère bien que ça va se terminer un jour. Séance à huis clos, donc ça c'est quand on décide de tenir une séance à huis clos, mais ça c'est un vote du conseil municipal, donc c'est ce qu'on aurait pu éventuellement le faire en début de mandat. Bon, c'est pas ce qu'on a fait. Ensuite, la police de l'Assemblée, donc c'est le maire qui a la police de l'Assemblée qui peut le faire expulser, alors c'est des grands mots, mais de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Débat et vote des délibérations. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, voilà, c'est le déroulé de l'ordre du jour et puis faire voter ce qui doit passer en délibération. Et donc, il y a un résumé par les rapporteurs désignés par le maire. Donc, c'est ce que vous avez aussi dans la note de synthèse. Alors, c'est vrai que dans les dossiers stratégiques, on vous développe évidemment, c'est un petit peu comme ce soir, pour que vous puissiez bien prendre en compte tous les éléments du dossier. Débat ordinaire, donc la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demande. Donc ça veut dire qu'aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président. Voilà. Débat d'orientation budgétaire, donc ça c'est ce que l'on va avoir bientôt. Donc c'est dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Lors d'une séance spécifique, alors c'est le débat d'orientation budgétaire, donc on débattra par rapport aux orientations que l'on aura. Voilà. Alors après, on a article 24 et article 25 sur référendum local et consultation des électeurs. Donc ça, c'est aussi un échange qu'on aura dans la commission du 26 octobre. Qu'est-ce qu'on souhaite faire à propos de ces sujets-là? Article 26, c'est les votes. Délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors, sur les votes à bulletin secret, il y a deux contextes possibles. Lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'on a il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait pour les nominations diverses et variées d'adjoints, conseillers délégués, etc. Puisque là, on nomme spécifiquement une personne. Mais sinon, le mode de votation ordinaire est le vote à main levée, sauf si un tiers des membres présents demande à ce que le vote soit à bulletin secret. Voilà, clôture de toute discussion. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président. Il appartient au président de séance seul de mettre fin au débat. Okay. Ensuite, on a la différence de compte-rendu et procès-verbaux. Alors ça, c'est un peu ardu la première fois qu'on découvre. Les procès-verbaux, en fait, c'est ce qui reprend les débats sous forme synthétique. Et vous avez vu qu'on l'approuve au conseil municipal suivant. S'il y a des rectifications éventuelles, elle est enregistrée au procès-verbal suivant. Donc ça, c'est peut-être ce qu'on va discuter aussi, parce que ça, c'est pas forcément très lisible. Voilà, parce que c'est un peu déconnecté du coup du sujet initial. Que les comptes rendus, donc les comptes rendus reprennent les délibérations, synthèse sommaire de délibération, et doivent être affichés dans la 8e. Donc là, on a un enjeu de délai. Voilà, donc après l'article 30, c'est mise à disposition des locaux aux conseillers municipaux. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'enlever les élus de VARAD Avenir et les élus de VARAD 4G, puisque ça n'existe plus. Voilà, la deuxième modification. Et puis après, on a l'article 31, bulletin d'information générale. Donc là, ce qu'on vous propose d'enlever, c'est... alors, il y a la répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité communale et fixée par le conseil municipal. Il y avait donc 750 caractères maximum dans photo dès lors que la commune déléguée dispose de 2 pages. Alors ça devait être au début de la commune nouvelle. On ne se souvient plus pourquoi il y avait ça. Peut-être que Stéphanie, tu as
d'un souvenir. Là, on vous propose de mettre donc 750 caractères, avec logo et photo, et on enlèverait dès lors que la commune déléguée dispose de 2 pages. Voilà. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs, donc ça c'est ce qu'on a déjà fait, qu'on va continuer à faire. Retrait de délégation, d'une délégation à un adjoint. Donc là c'est la possibilité qu'a le maire de retirer délégation à un adjoint ou un conseiller délégué, qui redevient du coup simple conseiller municipal. Il y a l'article 35 sur le versement des indemnités de fonction aux élus. La possibilité d'interrompre le versement pour une période de 3 mois quand un élu est absent à 3 séances non excusées consécutives du conseil municipal ou commission conseil de travail. Voilà, et donc à l'issue de cette période, s'il a repris ses activités, le conseil municipal repercevra à nouveau ses indemnités. Donc ça c'est le règlement actuel, donc on va voir si on le poursuit. Et ensuite, il y a dans l'annexe la prévention des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est le fait que les élus concernés par une situation de conflit d'intérêts ne doivent pas intervenir sur un sujet, ne doivent pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué. Voilà, je suis passée un peu vite dans les grandes lignes parce que sinon on peut y passer plus de temps, mais ce sera l'objet de la commission. Donc si on n'a pas assez d'une commission, on en fera plusieurs et à l'issue de ces commissions-là, on passera le nouveau règlement intérieur au vote du conseil municipal. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ? Non, il n'y a pas de questions ? Donc bon, on va procéder au vote de ce règlement intérieur, donc il y a une reconduction du précédent. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y aurait des oppositions? Merci. Alors ensuite, on repasse la convention 226 relative au portage foncier de l'opération Fleuriste Place Saint-Martin, commune déléguée de Béigny. Donc Thierry et War Pascal vont vous expliquer pourquoi. Oui, la convention qu'on avait validée le 7 septembre 2020 au conseil municipal pour affirmer le soutien au projet d'installation de la fleuriste à Béigny. Il est avéré qu'il manque, il y avait une négociation sur des parcelles qui n'avaient pas été mises initialement dans la convention de portage. Donc la convention doit être modifiée pour rajouter ces parcelles qui avaient été négociées et qui étaient prévues qui restent dans l'enveloppe qui était prévue initialement. Hein. C'est un oubli de parcelles. Donc ce qu'on vous propose, c'est de modifier la convention de portage et de la repasser au vote. Donc d'autoriser Mme le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention numéro 226 relative au portage de l'opération Fleuriste Place Saint-Martin sur la commune déléguée de Béligny. S'il y a des questions, après c'est juste une parcelle qui n'avait pas été... ça ne change rien au niveau de la convention, on est sur le même... on est sur la même convention d'origine. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors ensuite, dans les dossiers divers soumis à vote, on a 2 désignations qui nous ont été demandées, donc l'une par la CELA. Donc la CELA, c'est Loire-Atlantique Développement, qui, vous connaissez, qui agit aux côtés des collectivités territoriales pour porter leurs projets d'aménagement. Et alors cette société d'économie mixte, qui est détenue en majorité par le conseil départemental, demande à chaque commune membre de désigner un élu pour la représenter. Alors, ce qui est le cas de Loire-Auxances, puisque nous sommes actionnaires de Loire-Atlantique Développement. Alors, ce qui vous est proposé, c'est que ce soit moi-même qui soit déléguée à la CELA, dans la mesure où on a un contexte particulier que vous connaissez ou que vous allez
mieux connaître, vous avez dû recevoir une invitation à une commission transversale de conseil municipal le 16 novembre, où la CELA va venir vous présenter le CRAC, le compte-rendu d'activité aux collectivités 2018 et 2019 sur les ZAC Carteret-Galaiserie. Donc voilà, vous serez informés sur ce dossier particulier. Et en l'occurrence, on vous propose donc de désigner Madame le maire, donc moi-même, pour représenter la commune de Loire-Auxence à Loire-Atlantique Développement, la CELA. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Alors, du coup, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, deuxième désignation, c'est la CLECT. Donc, la CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est une commission intercommunale, donc de la COMPA. Alors, en fait, c'est quand il y a un transfert de compétences entre communes et intercommunalités. Il s'agit de définir donc les modalités de ce transfert de compétences et en particulier les modalités financières. Et la CLECT s'assure de garantir l'équité financière entre les communes et la communauté commune, en apportant transparence et neutralité des données financières. Donc, cette CLECT, elle est présidée par le président de l'intercommunalité et la vice-présidente en charge des moyens généraux, c'est-à-dire moi-même. Et elle est composée d'un élu, un élu par commune qui doit être désigné par commune. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de désigner Jean Guimat dans la mesure où c'est l'adjoint au pôle ressources, et en particulier ressources financières, puisque ça peut avoir des impacts sur l'attribution de compensation. Voilà, qui vous est présenté, proposé. Est-ce que il y aurait des questions là-dessus? Donc très récemment, en fait, au dernier mandat, ce qui a été vu par la CLECT, c'est le transfert des bibliothèques, par exemple, à la COMPA, des communes à la COMPA. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer au vote, du coup. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors ensuite, plusieurs DM, décisions modificatives. On passe la parole à Jean. Bien, donc il y a 4 décisions modificatives qui vous sont soumises. La première, c'est de régulariser un dépassement de crédit correspondant à un loyer pour régulariser aussi un perçu par un locataire vis-à-vis de la CAF. Donc il est nécessaire de prévoir une décision sur ce registre-là. Donc vous avez sous les yeux ce passage d'écriture, 200 € et en négatif pour l'article 618-228 en négatif pour régulariser cette décision modificative. Donc il est proposé au Conseil d'adopter cette décision modificative sur le budget des réserves immobilières, comme il vous est présenté sur le document. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? C'est une toute petite DM, mais pour 100 €, il nous faut régulariser. Alors on va passer au vote, du coup, s'il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Ensuite, deuxième DM sur le budget principal. Donc ça concerne effectivement un projet d'acquisition sur la commune de Béligné. Donc il y a un jeu d'écriture avec un dépôt de caution, enfin de provision de 50 000 € que vous avez donc sur le document, sachant que l'acquisition, elle, va s'élever aux environs de 37 000 € plus 5 000 € de commission de frais notariels. Donc il est proposé au Conseil d'adopter ce jeu d'écriture où on a en dépense pour l'article 200 qui concerne l'article 275, donc en dépense 50 000 € et en recette pourrait réaffecter au chapitre 24 50 000 €, sachant que ce n'est pas forcément le montant, mais c'est une prévision pour effectuer cette opération.
Est-ce qu'il y avait des questions? C'est clair. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors, une autre décision modificative sur le budget commerce. Donc elle concerne le budget annexe sur les commerces, comme il a été évoqué donc, au conseil municipal du 7 septembre. Donc une exonération compte tenu de la crise sanitaire auprès des commerces. Donc vous avez ici, concernant ce budget annexe, le jeu d'écriture qui concerne la remise de 2650 €, qui va donc être soustrait par rapport aux dépenses et qui est cette remise faite pour soutenir nos commerces locaux impactés par la crise sanitaire et qui dépendent des loyers communaux. Voilà, donc il est proposé d'adopter cette décision avec ce jeu d'écriture de 2650 €. Donc c'est la suite de la décision qu'on a prise au dernier conseil municipal. Hein. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Ensuite, donc on a l'assurance dommage ouvrage du restaurant scolaire de la Rouxière-la-Chapelle, étalement d'une charge exceptionnelle sur 5 ans. Donc là, il vous est présenté donc un lissage de ce montant de 13 798 € qui se décline pour 9 214 € pour l'assurance dommage ouvrage du restaurant de la Rouxière et 4 500 € pour le dommage ouvrage du restaurant de la Chapelle Saint-Sauveur. Et l'idée, c'est de lisser cette charge sur 5 ans. Donc il est proposé au conseil municipal de constater la charge exceptionnelle de 13 000 € sur l'exercice 2020 et d'étaler cette charge-là sur 5 ans, à raison d'un 5e, comme il vous est indiqué. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors ensuite, on a plusieurs délibérations relatives aux ressources humaines. Vous savez que les congés scolaires arrivent et à chaque congé scolaire, on a le recrutement d'emplois non permanents, d'emplois saisonniers pour la LSH, les centres de loisirs. Donc, il vous est proposé donc, de créer les emplois suivants, donc 4 emplois d'animateurs enfants-jeunesse du 19 au 30 octobre, à raison de 80 heures. Donc animateur et LSH, un emploi d'animateur enfant-jeunesse pour la période du 26 octobre au 30 octobre pour 40 heures, un emploi d'animateur enfant-jeunesse pour la période du 19 octobre au 23 octobre pour 40 heures, un emploi d'animateur enfant-jeunesse du 19 au 30 octobre pour 80 heures, mais cette fois-ci pour le foyer. Et puis 2 emplois d'animateur enfant-jeunesse du 19 au 30 octobre à 80 heures pour la mission d'animateur LSH sur le site de la Rouxière. Alors c'est un peu comme cet été. Vous savez qu'avec le Covid, on a du coup ouvert un 3e site à la Rouxière. Et c'est évidemment ce qu'on continue dans ce contexte de crise sanitaire qui dure. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ? Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors ensuite, la création d'emplois permanents. Alors ça correspond aux avancements de grade. Alors qu'est-ce que sont les avancements de grade? C'est l'évolution de carrière au sein d'un même cadre d'emploi. Alors c'est pas une obligation, hein, c'est une récompense du mérite, de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Alors, ce qui avait été défini jusqu'ici, c'était en fait de prévoir par an 8 agents qui seraient donc qui bénéficieraient de cet avancement de grade, qui correspond à peu près à 10% des effectifs. Donc le service, enfin pour vous dire comment ça fonctionne, le service RH recense les agents qui peuvent bénéficier d'un avancement de grade, et ensuite c'est le supérieur hiérarchique qui donne un avis.
Ça nous est ensuite proposé. Donc là, des avis favorables, on avait 11 agents pour 8. Donc du coup, on a fait une proportion par rapport à l'effectif des pôles. Donc vous avez en fait une proposition de 4 agents pour le pôle enfance-jeunesse, 2 agents pour le pôle technique et 1 pour le pôle moyens généraux et 1 pour le pôle solidarité et cohésion sociale. Donc c'est pour ça que vous avez un poste d'adjoint d'animation, un poste d'auxiliaire de puériculture, je vous passe les classes et les temps, 2 postes d'ADSEM, et ensuite, donc ça c'est pour le pôle enfant-jeunesse, et ensuite vous avez 2 postes d'adjoint technique, le pôle technique, un poste d'adjoint administratif, et puis un poste d'assistant socio-éducatif. Donc ça c'est pour le pôle solidarité et cohésion sociale. Voilà ce qui vous est proposé, et ce qu'on va voir tout de suite après, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc sur la création de ces emplois permanents, est-ce qu'il y avait des questions? Alors on passe au vote du coup. Est-ce qu'il y a des abstentions là-dessus? Des oppositions? Merci. Donc ensuite, c'est la mise à jour du tableau des effectifs, puisqu'à chaque fois qu'on a un changement de grade, on met à jour le tableau des effectifs au conseil municipal. Donc voilà, vous avez tout le détail des postes au sein de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors ensuite, on a une création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Donc il s'agit en fait d'un agent en dispo qui a renouvelé sa disponibilité, donc jusqu'au 31 août 2021. Donc la personne que l'on a recrutée, l'idée c'est de la prolonger du coup jusqu'au 31 août 2021. Son contrat finissait au 31 décembre 2020. Donc il vous est proposé de prolonger ce poste d'agent d'animation à temps non complet, 2460 35e, jusqu'au 31 août 2021. Est-ce qu'il y avait des questions? On passe donc au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors ensuite, on a une convention concernant les archives communales 2020. Alors, Sébastien. Oui, ça me fonctionne, c'est bon. Ok, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. Donc il s'agit effectivement de proposer la signature d'une convention avec le centre de gestion 44 pour une mission au sein des archives de la commune, le tri, classement des archives des 4 communes, au sein des 4 communes déléguées, une mission qui interviendra à partir du 26 octobre 2020. Voilà. Vous avez les détails de la convention en synthèse. Donc on fait appel régulièrement à cet archiviste diplômé via le centre de gestion pour continuer à mettre à jour toutes les archives de la collectivité. Il y avait un gros boulot suite à la création de la commune nouvelle. Et l'idée, c'est que chaque année, on puisse être à jour pour toujours continuer ce travail d'archives. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient sur cette convention? Qui s'oppose? Merci. Alors, donc ensuite, c'est l'actualité. On a 2 conventions avec la Compa relatives aux
festival ce soir, je sors, mais pas moi. Oui, donc comme vous devez sans doute le savoir, le festival aura lieu prochainement. C'est pour ça aussi qu'on est en mode spécial ce soir, avec les préparatifs pour cette fin de semaine. Dans le cadre du festival, dû à la situation du Covid, tout le festival a été recentré sur la commune, sur le lieu à Varannes, sur l'EAG et également sur le complexe Paul Pelletier. Alors que d'habitude, c'est dans plusieurs communes, sur un quart de la compa. Et donc, il est nécessaire de passer 2 conventions. Cette première convention est relative à la vente des billets lors du festival. Et donc, pour que les billets puissent être vendus avec les outils de la compa au niveau des accueils de mairie à leur entrance. Voilà. Ça, c'est la première convention. Je reviendrai sur la prochaine. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette convention relative aux ventes des billets? Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Donc la deuxième convention, qui est sur la mise à disposition des salles communales. Oui, donc comme je disais, le contexte sanitaire a fait que le festival va se dérouler entièrement sur Varade pour limiter les coûts de désinfection des salles et tout ce qui s'ensuit, organiser les flux, etc. Et donc, il était nécessaire de passer une convention avec la compa pour la mise à disposition des salles qui ont été ciblées. En fait. Voilà. Vous avez dans le détail. Et vous avez aussi le projet participatif dans la convention Café Paul. Oui, exactement. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette convention? Bon, tout est clair, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point d'actualité par pôle et territoire. Donc, chaque adjoint va pouvoir intervenir en fonction des actualités qu'il a. Pour information, moi, pendant que j'y pense, donc, on va avoir 2 commissions transversales du conseil municipal, donc celle du 16 novembre, là, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, présentation des CRAC 2018 et 2019. Et puis vous allez recevoir une invitation pour une commission le 4 novembre relative à la méthanisation, donc là avec des intervenants du CD44 et de la DDT pour vous expliquer voilà, ce processus et aussi les procédures suite à la présentation des porteurs de projets qu'on a pu avoir au mois de septembre. Et puis lors de la même soirée, donc ce sera une soirée énergie renouvelable, on fera intervenir le CIDELA sur les projets éoliens, parce qu'on est très sollicité actuellement par des porteurs de projets éoliens. Et donc l'idée c'est voilà, que vous ayez ces informations-là pour qu'ensuite on puisse se positionner sur cette procédure-là aussi, qui est complexe aussi. Voilà, je laisse la parole. On va commencer par Philippe. Donc bonjour à tous, vous êtes sans doute au courant que le pont va bientôt ouvrir à des tonnages plus importants. Donc le pont, il y a eu des travaux de sécurisation qui ont eu lieu depuis les débuts de l'été. Donc ça consistait à enfoncer 2 fois 12 pieux dans l'île de la Loire en bordure du pont. Ces pieux ont été coupés à hauteur. Et ensuite, on met des supportages pour pouvoir déposer le tablier. Donc, ils sont rendus à ce stade, puisque vous avez vu les gravats qui avaient été déposés dans la Loire en laissant la continuité hydraulique viennent d'être enlevés. Et le pont va fermer pour effectuer cette dépose du tablier sur les supports. Donc, une première coupure aura lieu la nuit du 13 au 14, de 21h le soir jusqu'à 6h. La nuit suivante, du 14 au 15, pareil, de 21h à 6h. Et ensuite, il va y avoir une semaine complète de fermeture. Donc, alors j'ai noté les heures de 9h le 19 jusqu'au 24,
qui est un samedi, jusqu'à 6 heures. La veille, ils feront des essais de supportage du pont, mettront des poids lourds pour vérifier que le tablier et les supportages tiennent bien. Et ensuite, il sera réouvert à tout tonnage. Alors, il faut savoir que pendant la fermeture, les piétons et les cyclistes, mais avec le vélo à côté, pourront traverser le pont. Par contre, aucun véhicule ne pourra passer. On a proposé au CD44 de mettre les véhicules au Val-de-Loire. Nous avons prévenu les agriculteurs, j'ai prévenu le responsable agricole Freddy Martin en côté Maine-et-Loire, et j'ai prévenu aussi le maire délégué Jean-Michel Michaud de l'autre côté. Donc on a eu une réunion où tu étais, nous on n'était pas entendable, mais est-ce qu'il y a quelque chose à compléter, Claude, là-dessus? Ça va? Bon, j'ai passé la parole à... Je sais pas, Pascal? Merci, bonsoir à tous. Concernant Bélinier, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait une décision modificative qui était passée concernant un achat de terrain d'une préemption au consort Rago sur Bélinier. Cette vente a finalement pu avoir lieu. Elle avait été retardée depuis plusieurs mois, je ne sais pas combien exactement, du fait de la volonté du propriétaire de ne plus vendre suite à la préemption de la commune, mais finalement, légalement, il ne pouvait pas se retirer de la vente. Donc finalement, cette vente a pu se dérouler. C'est une bonne nouvelle pour deux raisons. La première, c'est qu'on continue d'agrandir du coup la zone d'activité et que ça va permettre de rendre du terrain disponible assez rapidement, on l'espère. Et la deuxième, et ça c'est j'espère plus immédiat également, c'est que potentiellement ça nous permet de débloquer plus rapidement le raccordement de l'antenne Orange à Bélinier, c'est une arlésienne cette antenne, puisque en fait la haie qui était entre l'antenne et puis le réseau empêchait le changement de la ligne. Voilà. Donc on devrait pouvoir avoir une vraie ligne de téléphone qui sera donc un vrai raccordement qui sera fait maintenant, puisqu'on va pouvoir nous-mêmes opérer la taille de la haie qui bloquait l'affaire, tout simplement. Bonsoir. Donc à la Rouxière, les agents techniques ont pris possession d'un nouvel hangar qui est en location en plein milieu du bourg, qui est très bien placé, qui fait un peu plus de 400 mètres carrés. Donc ça leur permet d'arranger tout leur matériel, pour la plupart qui étaient dehors, des tracteurs, des tondeuses et tout ça. Donc je les ai encore rencontrés ce matin, ils sont très satisfaits d'avoir ce nouveau local. Bonsoir à tous. Concernant le pôle aménagement, donc il y a une double casquette aménagement et urbanisme. La principale actualité du pôle sur le plan aménagement, Christine l'a évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire la volonté d'engager une réflexion d'ensemble sur les enjeux en fait autour des énergies renouvelables sur notre territoire. Donc on est actuellement à travailler élus et services dans la phase de documentation des contextes réglementaires d'ensemble, que ce soit biomasse, éolien ou photovoltaïque. Et nous avons engagé un travail de dialogue avec notamment les partenaires COMPA et du département sur ces questions qui sont assez complexes. Par ailleurs, et donc nous aurons une commission transversale pour l'ensemble des élus du conseil municipal le 4 novembre, qui se tiendra donc, je le dis aux membres de la commission aménagement, à la place de la commission aménagement qui était prévue ce jour-là. La commission aménagement sera décalée au 13 novembre, au vendredi 13 novembre, pour aborder les thèmes attendus, classiques
de notre commission. Sur les aspects plus propres à l'urbanisme, au-delà du travail de suivi des affaires courantes, dont vous vous doutez bien qu'il nous prend beaucoup de temps, on est en fait en train de travailler à la mise en œuvre d'un accompagnement par les services et par les élus pour s'assurer que chacun respecte les règles d'urbanisme applicables sur notre territoire. Et ça implique un travail d'accompagnement, de pédagogie, mais aussi de responsabilisation de chacun pour, une fois que les règles d'urbanisme sont connues, bien qu'elles soient appliquées. Sur un autre volet qui relève aussi de la vie quotidienne de nos administrés et puis des services, on cherche à améliorer les procédures pour documenter les dossiers de gestion patrimoniale, vous savez, acheter et vendre des biens de la commune, pour aider les commissions à prendre des décisions informées, équitables, et pour permettre de trouver un point d'équilibre entre les projets individuels, souvent les gestions patrimoniales, c'est des projets de vie, et l'intérêt général, en fait, en s'assurant voilà, d'une lecture équitable à l'échelle du territoire. Voilà, ce sont les principaux dossiers, il y en a évidemment plein d'autres, qui nous ont occupés ces dernières semaines. Pour le pôle participation citoyenne, il y a eu le premier conseil de participation citoyenne mardi dernier, le 6 octobre, avec la présence de tous les membres qui avaient été tirés au sort. Il y a eu un échange sur ce qu'ils souhaitaient pouvoir aborder, sur ce que nous, on pouvait leur apporter, et une présentation de l'organisation avec la fiche qui avait été validée par le conseil municipal du 6 juillet. Et puis, il y a une lecture attentive de la charte participation citoyenne et un échange autour de cette charte sur la manière dont elle a été écrite, le choix de certains éléments. Et elle a été grandement appréciée et du coup apparemment documentée pour eux. Donc c'était intéressant. Et puis ils ont eu également la possibilité d'échanger sur la charte de l'engagement sur laquelle ils vont signer pour le prochain conseil. Et puis le dernier point qu'on a abordé, c'était la coprésidence, en évoquant qu'ils devaient se présenter pour cette coprésidence 10 jours avant le prochain conseil, en 3 phrases pour que chacun, que ceux qui les connaissent pas, puissent dire pourquoi ils se présentent et ce que ça peut leur apporter. Donc c'est voilà, ils ont un mois pour réfléchir et le prochain conseil sera le 17 novembre. Voilà. Concernant le pôle solidarité et cohésion sociale, on a 2 sujets à partager avec vous. Le premier concerne l'accueil des nouvelles populations sur Bélinier, avec l'organisation jeudi dernier d'une porte ouverte qui s'est faite par Solidarité, SOS Solidarité, qui du coup intervient dans l'accompagnement et dans la sous-location auprès du bailleur social. Donc aujourd'hui, en fait, cette porte ouverte, elle avait vocation à permettre de mieux informer les travailleurs sociaux présents sur l'agglomération nantaise qui accompagnent les personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale pour mieux leur présenter en fait le projet de Belloxens. Donc voilà, et puis sur la montée en charge qui reste progressive, pour le moment il y a 6 ménages qui sont arrivés et des ménages qui sont issus du territoire de Loire-Auxerre. Nous n'avons pas encore la présence de bénéficiaires de la protection internationale. Il me semble qu'il y avait 2 visites qui étaient organisées cette semaine encore. Et puis le deuxième sujet, c'est la réflexion autour du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Nous avons organisé le 30 septembre dernier une réunion en présence des partenaires relais, c'est-à-dire qu'on souhaitait d'abord mobiliser les organisations qui accompagnent les personnes qui sont dites privées durablement d'emploi ou qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi. Et l'objectif, c'était qu'ils puissent se faire relais d'un nouvel événement qu'on organise, qui aura lieu le 3 novembre. C'est un ciné-débat qui sera organisé ici à l'espace Alexandre Gauthier à 20h, auquel vous êtes tous bien évidemment invités, sur le film de Marie-Monique Robin qui s'appelle Nouvelle Cordée. Donc Marie-Monique Robin, c'est une réalisatrice militante très engagée, qui a fait différents films et pour lesquels elle a été reconnue. Et en fait, elle a passé quelques temps
à filmer le territoire de Mauléon qui s'est engagé dans la démarche il y a déjà plusieurs années. Et du coup, on souhaite partager ça en présence de l'initiateur du projet qui s'appelle Patrick Valentin et qui sera là pour répondre aux questions. L'objectif après, c'est de voir est-ce que ça suscite un engouement ou pas pour voir après quelle position on prendra au niveau de la commune. Ouais, au niveau de l'animation du territoire, juste un point particulier, ça a été le lancement de la saison culturelle qui s'est fait dans un cadre particulier, comme vous le savez, mais ça a été un peu une respiration pour pas mal de gens. Ça fait du bien de revoir des spectacles vivants. Et donc la saison continue, tant qu'on peut encore le faire. On espère que ce sera le plus longtemps possible. En sachant que le week-end dernier, ça s'est très bien passé aussi, avec peu de réservations, il est vrai, en ligne. Hein. Mais par contre, les gens se déplacent tout de même, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Du coup, celui d'hier a reçu pas mal de personnes. Non, ça c'est. Ouais, je crois que c'est les 3/4 de la jauge, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais. Voilà sur les actualités par pôle et territoire. Je veux bien rajouter sur les ressources. Alors sur les ressources, donc deux volets. La première sur le côté technique, donc au niveau bâtiment, il y a eu un gros travail de fait pour préparer la rentrée auprès des groupes scolaires. Sur le plan voirie, donc tout un travail autour des points d'attente et enduits sont en phase de finale, auquel s'ajoute actuellement le programme de curage et d'arasement sur la voirie rurale. Et puis en termes d'acquisition matérielle, donc le pôle s'est doté récemment d'un véhicule léger là pour renforcer la flotte sur la partie nord. Concernant le véhicule un type Kangoo, petite camionnette. Sur l'aspect financier, donc la commission s'est retrouvée 2 fois, auquel s'est ajouté également un volet formation qui a été animé par Dorothée Hulot et puis Jean-Michel Merel. On les remercie, hein, c'est vrai que ça a été vraiment un temps riche d'éclaircissement et ça permet d'amorcer cette phase de préparation budgétaire sur laquelle on commence à concentrer nos efforts. Sur la pôle, jeunesse a déjà bien présenté ses dossiers tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur les informations là, qui ont été données, les actualités? Alors, du coup, on va clôturer ce conseil. Le prochain conseil, c'est le 30 novembre. Hein. Vous verrez, on aura pas mal de sujets à l'ordre du jour. Voilà, je vous remercie toutes. Bonne soirée à vous.